ancien comme nouveau, il n'y a aucun élément. Personne n'a pu prouver les activités pour lesquelles le PPRD pouvait être. C'était des supputations. Que signifie la phrase « Vous voulez sortir de la clandestinité » ? Que signifie la phrase « Nous sommes prêts à tout » ? Même vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes suspendu, parce qu'à ce jour, avez-vous déjà été notifié? Mais c'est ce que je vous dis, qu'il n'y a rien jusque-là. Parce qu'en droit pénal, en réalité, ce ne sont même pas les intentions qui doivent être sanctionnées. Ça doit être des actes posés. Les gens doivent bien lire la loi quand même sur les partis politiques. Et même quand vous lisez cette loi et que vous allez sous la procédure de la dissolution dont on parle, parce que nous avons encore appris, malheureusement hier, et comme l'autre fois, au lieu même que ce soit l'officier du ministère public du tribunal de grande instance qui soit saisi, pour qu'au moins lui enquête sur les faits allégués par ce ministère-là, et je me demande comment il va alléguer que sous des intentions, soi-disant, qui verraient derrière des phrases prononcées au cours d'une réunion à l'intérieur d'un parti politique. On n'a jamais été sous la voie publique en train de menacer qui que ce soit, en train de menacer l'ordre public. Personne ne nous a vus. Mais si c'est cela, pourquoi ils ont toujours peur de saisir l'officier du ministère public compétent comme il est dit? Ici, la dissolution d'un parti, c'est la Cour de cassation, mais qui est consécutive à une condamnation par le tribunal de grande instance pour les faits avérés qui ont été constatés pour les activités d'un parti politique. Ici, il n'y a jamais eu ces activités du PPRD qui ont violé ou qui ont, comment on dit ça, troublé l'ordre public ou troublé l'ordre constitutionnel et institutionnel. Nous avons toujours été respectueux des institutions de la République. Bon, depuis qu'il est au gouvernement, je ne sais pas ce qu'il a fait qui fasse de lui un homme d'État de la hauteur. Je pense que c'est un homme qui risque de faire un beau saut d'eux pour renforcer la crise qui est déjà là. Je ne vois pas la personne qui peut tenir aujourd'hui en bataille lorsqu'il inverse dans le sens contraire. Parce que c'est lui dont on parle là. Et c'est lui qui dit qu'il est désigné candidat unique. Et au sein de l'Union sacrée, déjà des voix s'élèvent. Ça veut dire ça ne va pas. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles.
Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Sommes-nous encore véritablement dans un état de droit, pierre angulaire de démocratie moderne qui se fonde sur 3 principes fondamentaux, à savoir la primauté du droit, l'égalité devant la loi et la séparation de pouvoir à partir du moment où le show s'organise comme nous le voyons. Comment alors comprendre le choix d'Aimé Boji Sangara comme candidat unique au perchoir de l'Assemblée nationale, malgré les ambitions clairement exprimées par les uns et les autres à l'Union sacrée? Personne ne semble vouloir respecter car Boji est présenté comme le candidat idéal choisi par la haute autorité du pays. Dans la même veine, on parlera également de cette bombe qui met à mal la démocratie en République du Congo. D'après la plateforme Sauvons la RDC, cette réaction fait suite à la suspension de toute activité du PPRD. C'est parti cher à Joseph Kabila, risque la dissolution pure et simple selon les dernières informations en notre possession, et la procédure visant la dissolution du PPRD est d'ores et déjà enclenchée. Et vous nous suivez au bon moment, vous êtes sans nul doute sur Politicon, la force du détail, dans votre émission Ligne Rouge. Pour en parler, on a l'immense plaisir de retrouver sur ce plateau le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere Kalumbi. C'est un réel plaisir de vous retrouver, Maître Ferdinand. Comment allez-vous? Je me porte bien, ainsi que l'autorité morale, les autorités du parti, ainsi que les partis. Comment vivez-vous ces instants, surtout après la suspension de toute activité du PPRD, du parti cher à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, à Bangui? Nous avons été clairs dès que ces rumeurs ont couru dans les réseaux sociaux à travers un acte irrégulier, un acte qui ne peut produire aucun effet juridique, la signification d'un prétendu. C'est une première au monde où vous voyez qu'un arrêté du ministre est signifié par un greffier du tribunal. Donc, cacher un peu et faire croire que le tribunal est saisi et que donc c'est le tribunal qui a pris en charge la signification d'un arrêté, c'est une première. Et pourtant, dans notre pays, les réformes, on le sait, dans la signification des actes, c'est plutôt, il y a un wissariat de justice. Mais ça n'a pas été ça. C'était fait exprès. Ils ont dit que ils ont procédé par affichage au tribunal de grande instance de Gombe, tout simplement parce que, tout en indiquant l'adresse du PPRD au niveau de Pumbu, et il n'y a pas que là, il y a aussi notre siège secondaire qu'on retrouve, que tout le monde sait voir, mais il n'y a que ce ministère-là qui ne sait même pas que le PPRD existe et qu'il a ses dirigeants qui est aussi aux des adresses à Kinshasa, mais aussi les partis dans ces sièges. On pouvait l'atteindre partout. Mais pour montrer la mauvaise foi, la haine, ils disent dans le même acte que le PPRD n'a aucune adresse connue. Et pourtant, vous êtes bien sur l'avenue Pumbu. On est bien sur l'avenue Pumbu, on est aussi bien sur l'avenue Sendoué, et clairement, tout le monde sait voir où sont les bureaux des PPRD. Donc, c'est pour vous montrer la mauvaise foi et vous dire, en
encore une fois, que même lorsque c'était affiché, le fameux arrêté n'était pas affiché. Ils avaient peur de quoi? De répéter la même chose? Ils avaient peur de quoi? De l'opinion publique? Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes en train de voir, moi j'étais en débat sur Radio Okapi avec un vice, tel qu'il a été présenté comme un directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, mais regardez, suivez-les dans ces argumentaires. Vous avez pitié. Ils reviennent sur ce qui était présenté l'autre fois en avril. Nous connaissons dans quelles circonstances voilà, comme vous avez été suspendu pour la première fois en avril. Le vice-premier ministre aurait dit que nous allons sortir de la clandestinité. On est resté sur ça. Donc, ils sont donc restés sur ça, c'est pitoyable. Alors qu'ils savent bien que la loi sur les partis politiques, l'autorité, d'abord, l'autorité territoriale dont il est question, pour suspendre les activités du parti. Et quelles sont les activités du parti? Ce sont ceux qui ont enfreint la loi. Lorsque vous lisez l'article 29, on suspend l'autorité territoriale publique lorsqu'il constate que les activités d'un parti politique ont enfreint l'ordre public, l'ordre institutionnel et constitutionnel, le régime démocratique, lorsque les activités d'un parti politique ont enfreint, par exemple, aussi à l'unité nationale, à la souveraineté nationale, c'est à cela que donc cette autorité qui a vécu ces activités, qui lui doit faire les constats et prendre la mesure de suspendre pour 15 jours. Et ici, c'est un ministre dans son bureau qui suit les ragots, qui n'a même pas un seul dossier contre le PPRD et qui vous dit, sans avoir fait un quelconque constat d'activité, parce que pendant tout ce temps, depuis qu'ils avaient fermé notre siège, quelles sont les activités et dans quel lieu précisément, dans quelle province et quelle est cette autorité territoriale qui a suspendu les activités du PPRD. Donc c'est à cela que nous avons dit, compte tenu de toutes ces irrégularités, cet acte-là, pour nous, s'il est affirmé, et ça vient vraiment de ce même ministre de l'Intérieur qui avait fait couler les temps, et que l'article 29 dit, lorsqu'on laisse courir les temps, quand vous êtes une autorité territoriale et que vous procédez à la suspension, vous n'avez que 15 jours. Et à la minute, vous devez directement saisir l'officier du ministère public. Donc, du lieu où se sont déroulées les activités. Mais là, c'est un ministre. Sans un quelconque procès verbal du déroulement des activités du parti, qui lui dit « je suspends ». J'ai suivi son argumentaire. Il dit chaque fois que nous allons nous estimer qu'il faut suspendre les activités du PPRD, nous allons le faire même 2, 3, 4 fois, tant que lorsque nous allons nous adresser à l'officier du ministère public et que lui n'arrive pas à obtenir une décision de dissolution, imaginez-vous. Donc il raconte mais on même des choses... Quels sont les éléments nouveaux sur lesquels on s'appuie et pour lesquels vous êtes suspendu? Ancien comme nouveau, il n'y a aucun élément. Personne n'a pu prouver les activités pour lesquelles le PPRD pouvait être. C'était des supputations. Que signifie la phrase « vous voulez sortir de la clandestinité » ? Que signifie la phrase « nous sommes prêts à tout » ? Mais vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes suspendu, parce qu'à ce jour, avez-vous déjà été notifié? Mais c'est ce que je vous dis, qu'il n'y a rien jusque-là. Parce qu'en droit pénal, en réalité, ce ne sont même pas les intentions qui doivent être sanctionnées. Ça doit être des actes posés. Les gens doivent bien lire la loi quand même sur les partis politiques. Et même quand vous lisez cette loi et que vous allez sous la procédure de la dissolution dont on parle, parce que nous avons encore appris, malheureusement hier, et comme l'autre fois, au lieu même que ce soit l'officier du ministère public du tribunal de grande instance qui soit saisi, pour qu'au moins lui enquête sur les faits allégués par ce ministère-là, et je me demande comment il va alléguer que sous des intentions, soi-disant, qui verraient derrière des phrases prononcées au cours d'une réunion
à l'intérieur d'un parti politique. On n'a jamais été sous la voie publique en train de menacer qui que ce soit, en train de menacer l'ordre public. Personne ne nous a vus. Mais si c'est cela, pourquoi ils ont toujours peur de saisir l'officier du ministère public compétent comme il est dit? Parce qu'au moins c'est celui-là, hein, l'officier du ministère public du lieu où les activités se sont déroulées, qui choisirait de saisir aussi les tribunaux de grande instance compétents. Du lieu où se sont déroulées les activités du parti politique qui ont affreint à la loi, qui ont affreint à la souveraineté et à l'unité de notre pays, qui ont affreint à l'ordre constitutionnel, qui ont affreint à l'ordre public. C'est qui? Là, la fois passée, pour la première suspension, finalement, après réclamation, on avait appris que c'était l'officier du ministère public de la Cour constitutionnelle qui avait été saisi. Mais pour quel fait? Pour quelles activités prohibées d'un parti politique? Et là, c'était sorti. Alors là, ils reviennent, ils disent non, maintenant là, à partir de ces phrases-là, nous n'avons toujours jamais compris ce que le peuple devait faire. Et là, nous suspendons la deuxième fois. Ça sera peut-être la troisième fois, chaque fois qu'il n'y aura pas la dissolution. C'est du n'importe quoi. Mais pourtant, vous aviez bien eu une séance de travail avec le ministre chargé de l'Intérieur, Jacques-Main Chabani. Cette séance de travail n'avait pas suffi à tout dissiper comme malentendu. Vous vous imaginez, alors que ce jour-là, j'étais de la partie pour expliquer que derrière les intentions... Est-ce qu'il semblait comprendre ce que vous lui disiez? Mais il a compris lui-même. Il a compris lui-même et en recommandant d'ailleurs qu'on fasse attention. Est-ce que s'il lui prend, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les activités réellement? On peut dire, finalement, le PPRD avait promis de sortir de sa clandestinité, les voilà dans des activités qui sont prohibées. Quelles sont ces activités? Et quel est l'OPJ qui a fait les constats? Pour qu'une telle autorité, parce qu'avant que ça ne soit le ministre, ici ça aurait été un bourgmestre d'une commune où les activités du PPRD se sont déroulées. Ça aurait été même le gouverneur de province qui peut-être, il se trouve que du débordement des activités, on a troublé l'ordre public. Rien de tout ça, mais directement de son cabinet, un ministre signe. Mais comme la première fois, vous savez que c'était annoncé par un communiqué et qu'on n'avait jamais vu l'arrêté, et l'arrêté n'était que fabriqué plus tard, et pour essayer de signifier ça par le secrétaire général du ministère. Mais ici, là, on choisit de le faire par un greffier du tribunal, comme si c'était un acte judiciaire. Est-ce que les choses se passent de cette façon? Non, justement, ça se passe de la même manière. Il y a entorse dans la procédure, justement. Il y a entorse. Il y a irrégularité. Il y a illégalité de l'acte pris. Et que même là, quand on nous dit qu'est-ce qui s'est passé maintenant après, depuis qu'il a pris, parce qu'on dit c'est immédiatement après qu'il doit choisir, on nous dit bon, c'est encore les ministères publics du Conseil d'État. Tu t'imagines? Qu'est-ce que le Conseil d'État vient faire dans les activités d'un parti politique? C'est lui qui doit faire un constat lorsqu'il y a eu des infractions. C'est le ministère public. C'est un OPJ. C'est l'autorité territoriale. Pas les gens dans les cabinets. J'aurais bien compris parce que les OPJ aussi sont au niveau des services. Ça vient de l'ANER. Et qu'on dise que l'ANER a constaté que telles activités qui se sont déroulées, du PPRD, qui se sont déroulées dans tel quartier ou dans telle commune, ont troublé l'ordre public. C'est pas moi, troublé quoi? L'ordre constitutionnel et institutionnel. Oh, il n'y a rien de tout ça. Mais ici, on vient nous éventer, les gens viennent raconter leur vie et on pense que c'est le Conseil d'État qui va faire quoi? Nous avons posé comme parti politique qui a un fait privé, un parti de l'opposition, un acte qui amènerait le Conseil d'État de décider dans quel sens. Le Conseil d'État, c'est la juridiction administrative, la plus haute administration législation, des juridictions administratives de notre pays. Et nous, maintenant, dans les relations en tant que parti politique de l'opposition, qu'est-ce qu'on a amené devant ce Conseil comme activité qui aurait affreint à la loi
et qui amènerait cette fois-ci, alors que le Conseil d'État, en réalité, régule, voit les relations de l'État vis-à-vis de la population et essaie de veiller à ce qu'il n'y ait pas excès de pouvoir à ceux qui dirigent les citoyens. Mais dans ce cas ici, qui saisirait le Conseil d'État? Le premier, ce serait d'abord le PPRD pour demander l'annulation de l'acte posé par l'administration publique. Là, on comprendrait, mais que ce soit encore l'administration qui vient... l'inverse n'est pas possible. Mais pour faire quoi? Pour annuler quel acte que le PPRD a posé? Donc, on est en train d'insister. Ni le Conseil d'État, ni moins encore la Cour constitutionnelle ne sont compétentes en matière de parti politique. De suspendre les activités d'un parti politique quel que soit. Oui, parce que même quand vous allez au niveau de la dissolution qui en réalité n'est décidée que par la cassation. Parce que normalement, dans une démocratie, pour arriver à dissoudre un parti politique, c'est une décision grave qu'un juge ne peut pas prendre de manière hasardeuse. Parce que c'est finalement asphyxier la démocratie. Alors que les vecteurs de la démocratie, c'est quoi? Ce sont les partis politiques de la majorité qui doivent accepter qu'il y ait la contradiction de l'opposition. Mais si aujourd'hui, pour Félix Tshisekedi, l'opposition ne peut pas exister, il n'y a que l'union sacrée qui doit exister, nous ne sommes plus dans la dictature, dans la démocratie, nous sommes bel et bien dans une tyrannie qui s'annonce. On donne bel et bien au discours de l'ancien président de la République du 23 mai 2025, mais aussi à cet avènement du mouvement Sauvons la RDC. Parce que la RDC, finalement, est en péril, n'en déplaise à ceux qui confondent les régimes à la République. Qui disaient que, parce que l'ancien président est rentré chez lui à Goma, habité à Goma, il a choisi les cas des ennemis, et que donc pour eux, quand on est à Goma, on n'est pas dans les camps de la République. J'ai dit, mais n'importe quoi. C'est toujours les drapeaux congolais qui flottent. Il y en a qui tombent dans cette confusion? Et on a suivi un débat ici sur Top Congo que je respecte beaucoup et qui m'invite, qui me donne toujours les occasions, dans une confusion inouïe, qui ne peut pas venir des journalistes professionnels que je connais, où on confond la République au régime qui est là. La République ne péche pas, mais le régime peut pécher. Et il est reconnu à tout citoyen. Lorsque ces droits sont violés par un régime en place, il a le droit de se plaindre. Il a le droit d'aller en justice. Il a le droit même de se révolter si au niveau des institutions, il ne sait pas trouver la solution. Ça s'appelle le droit de se révolter. Alors quelqu'un qui s'est révolté, qui s'est rébellé parce que ses droits fondamentaux sont violés, les libertés publiques sont violées, il est de la République, il n'est pas dans le camp de l'ennemi. Il se révolte contre un régime qu'il estime être illégal, tyrannique et dictatorial, alors que la constitution que nous avons, c'est une constitution qui organise un régime constitutionnel. Ça veut dire un régime qui doit lui respecter la constitution en premier, qui doit respecter les libertés publiques, qui doit respecter les droits fondamentaux des citoyens. Lorsqu'il ne les fait plus, à ce moment-là, ces régimes ne se confondent pas à la République, ces régimes pêchent contre la République, contre la nation, contre la Constitution, et tout le monde peut se révolter. C'est l'article 64 de notre Constitution. Donc je voulais un peu insister sur cette parenthèse-là pour que la confusion cesse. Surtout dans la tête de certains journalistes ou médias qui veulent comme ça adopter la rhétorique des gens du pouvoir et pour faire croire aux gens que lorsqu'on se révolte ou on dénonce les régimes, on est contre la République. On est contre les régimes, mais pas contre la République. On honore, au contraire, la République lorsque vous dénoncez un régime tyrannique, lorsque vous dénoncez un régime dictatorial.
C'est cela que notre constitution nous demande de faire échec à un groupe d'individus, à tout individu ou à un groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la constitution. C'est notre constitution qui le dit. Au-delà de la suspension, est-ce que cette décision ne serait pas justifiée par le fait que le PPRD, qui est le parti cher à l'ancien chef de l'État, n'a jamais clairement condamné le pays agresseur, comme ça fait débat depuis un certain moment dans la sphère politique. L'on veut à tout prix que vous puissiez condamner le Rwanda, chose à laquelle vous n'avez jamais obéi. Pourquoi ne pas condamner le Rwanda et vous distancer de tout ce que le Rwanda pose comme acte, massacre et génocide dans l'est de la République démocratique du Congo, et aussi rappeler les contextes de cette suspension? Ça intervient au lendemain de la mise à place de la plateforme politique Songo, la RDC. Est-ce que tout ceci ne serait pas justifié d'une certaine mesure, selon vous? Non, tous ces journalistes qui posent ce genre de questions sont ceux qui ont adopté la rhétorique du régime. On a suivi le président de la République, Félix lui-même, dire qu'il va organiser son dialogue, mais ceux-là qui ne condamnent... Kala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Kanyama KCC. Là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City. Une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'homme et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne. Même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Oui. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouika veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama KCC devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque. Commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment.
Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service national avec 4 bêtes, en 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant là on est à 6000 et quelques, parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas qu'ils se sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Jamais le dialogue à ces conditions. Qui ne condamne jamais l'agression, ils ne viendront pas à son dialogue. Oui, on vous accuse d'être inféodé. Mais c'était 2 ou 3 jours avant que ce soit lui-même qui demande la main-tendue de ces mêmes soi-disant agresseurs. Et ça vous empêche pour autant de continuer à condamner le pays agresseur? Mais je ne sais pas qui condamne cette guerre-là, plus que l'opposition. Surtout nous, connaissant cette guerre-là depuis qu'on est là. Mieux que quiconque qui a parlé de cette guerre de l'Est, que Mouzé, que le fils, lorsqu'il succède à son feu père après son assassinat, je ne le connais pas. Hier, je voyais encore des vidéos de Goma. Lorsqu'il parlait encore, c'était après l'accord cadre d'Addis Abeba. Et que de cet accord cadre, il venait d'être décidé à ce niveau-là que aucun pays voisin ne peut entretenir de soutien à des rébellions internes à un autre État. Et qu'il était donc demandé au Rwanda, à l'Ouganda et à tous les autres pays qui soutiennent, qui entretiennent les déstabilisations sous prétexte de soutien à tel groupe communautaire ou ethnique et ainsi de suite, de ne plus jamais le faire. Mais à cela, il y avait des recommandations vis-à-vis de la République, du gouvernement congolais, où il devait assumer les réformes de notre armée, où il devait assumer les réformes de la décentralisation, où il devait assumer des réformes sur le plan judiciaire. Et c'est ce que Kabila a fait tous ces temps-là. Et il a même reconnu qu'en 2009, on a été un peu tolérant en fermant un peu les yeux sur ce qu'il y a eu comme mixage et tout ça, mais qu'à partir de cet accord d'Addis Abeba, il n'y aura plus de tolérance vis-à-vis de la résurgence des mouvements qui revendiquent, alors que tous les prétextes étaient déjà vidés, en tout cas sur le plan de la revendication de la nationalité congolaise, pour ceux qui avaient pris les armes pour cela. Il n'y avait plus, après Sand City et après l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'y a plus ce genre
Ça, c'est avant. Et donc, mais après, et donc, on voit le même après Joseph 2013, Kabila aux côtés de du M23. Pardon? Ah, ça, c'est avant. Mais après, on voit le même Joseph Kabila qui semble porter les objectifs ou les mêmes objectifs et revendications du M23. Mais chaque fois que les gens reviennent à ça, je rigole. Pourquoi? Parce que les droits internationaux, lorsque vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui reconnaît le droit de se rebeller contre un régime, ce que j'ai dit là, contre un régime autoritaire, contre un régime tyrannique, c'est à partir de ça que vous voyez partout où ils sont allés dans les sommets, on les exigeait de parler avec les M23. Donc, en matière politique, pour des revendications politiques, s'ils sont liés aux droits fondamentaux de ceux-là qui se sont levés, ce n'est pas le fait de prendre les armes qui devient une infraction. Les crimes, à ce moment-là, on fait usage maintenant du statut de Rome pour vérifier. Vous prenez les armes, vous avez quelles revendications, et ainsi de suite. Mais ne jamais commettre les crimes internationaux. Mais on parle du M23 comme un proxy du Rwanda, mais ici sur le plateau, mais il n'y a pas vous de le présentez problème. comme un groupe rebelle. Il se rebelle contre qui, contre quoi? Mais Gédéon, Kabila, avant de partir, avait engagé des poursuites judiciaires contre les éléments d'IM23, les dirigeants. Il y avait des poursuites, il y avait des condamnations. Celui qui les a levés, c'est Félix. Et ces gens ont repris les armes aux vies et aux yeux de Félix. Il les a appelés ici 14 mois. Alors que Kabila à Goma, je vous dis, en 2013, il avait dit on n'intégrera plus tous ceux qui ont pris les armes contre la République dans l'armée. Félix est allé les chercher. Donc ceci traduit leur démarche en aspiration légitime, c'est ça? Mais bien sûr, c'est à lui de dire pourquoi il les avait appelés. Ça fait déjà plus de 3 ans que la guerre de l'Est fait énormément de dégâts sur les vies humaines, sur le patrimoine national, sur le patrimoine des familles et des communautés. Mais qu'il se cache derrière ce qu'il prétend être la condamnation qui doit venir de la bouche. Non. Les accords qu'il est allé signer au Rwanda, lorsqu'ils étaient à Luanda, ils étaient toujours en pourparlers, Rwanda et la RDC. Est-ce que dans un des documents signés là-bas, les Lutundu là où c'est celle qui était là avant Lutundu là, les Lutundu là aujourd'hui il y a les Kaikwamba qui allaient à Luanda tout le temps. Vous connaissez un seul document où ils ont arraché un document à la faveur de leur discours qu'ils présentent à Kinshasa, mais lorsqu'ils sont en face du Rwanda, ils sont incapables de le dire. Vous connaissez? Où le Rwanda a été agressé, a été condamné comme agresseur? Aucun. Parce qu'au moins... Il y a polémique récemment, la vidéo qui fait le tour du net entre José Makila et notre confrère Thierry Kamboudi. Thierry Kamboudi a opposé à José Makila la résolution 2773. C'est encore une fois une honte. Cette résolution n'a condamné que le soutien. Cette résolution du Conseil des Nations Unies, c'est parce que c'est nous tous. Et c'est partant aussi des actes qu'a obtenu Kabila. Notamment la résolution, l'accord 4 d'Addis Abeba. Et qui a des mécanismes de suivi, mais qu'ils ont enterrés. Comment? C'est à travers ces mécanismes-là que finalement on écrivait à l'auditeur général de libérer tout ce qui était arrêté, qui était dit M23. C'est sous Félix. Ils étaient invités ici, c'est sous Félix. Et que donc la résolution 27, lorsqu'ils demandent, ils condamnent le soutien de groupes armés, c'est en référence en réalité à l'acte, à l'accord 4 d'Addis Abeba de 2013. Ce n'est pas en vertu d'une quelconque diplomatie du régime en place. Parce que vous allez voir que malgré la résolution 2773 dont ils se vantent et qui condamnait le soutien du Rwanda et exigeait le retrait immédiat et sans condition de troupes rwandaises, pourquoi ils ne sont jamais sortis? Félix a fui. Il est plutôt allé à Doha, de Doha à Washington. Il y a eu l'accord de Washington qui, au lieu qu'on parle du retrait immédiat des troupes rwandaises, mais maintenant, le gouvernement ici a encore signé
que les troupes rwandaises ne peuvent pas quitter si ce qu'ils appelaient les mesures de défense, le maintien des mesures de défense. Cette fois-ci ici, conditionné par la neutralisation des FDLR, les plaques CONOPS. Et alors, de quoi on parle? Il y a une résolution au moins aux côtés de nous, opposition. Nous suivons ce qui a été fait depuis lors. Nous demandons que toutes les troupes étrangères quittent notre pays, non seulement le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. Mais vous avez vu, même l'Ouganda dans est la chez même nous, émission, par exemple. En mutualisation de forces avec les FARDC. Et dans cette émission que vous avez citée, le même journaliste a même comparé, je ne sais pas si c'était Christian, qui a même comparé, il dit l'Ouganda est là comme les Zimbabwéens étaient là. Mais c'est grave, pareille comparaison. C'est grave. L'Ouganda est là, mais c'est l'Ouganda qui soutenait les M23 pour son entrée. Est-ce que les Zimbabwéens avaient fait la même chose? L'Ouganda est là et tout le temps, à travers la bouche du général Mouzi. Ils vous disent qu'ils n'attaqueront jamais les M23. Ils vous disent qu'ils n'attaqueront jamais les Rwandais. Ils feront même tout pour faire tomber la ville de Kisangani. Ah, qui feront même tout pour faire tomber la ville de Kisangani. Mais entre-temps, on déroule le tapis rouge lorsqu'il arrive ici. Alors, vous allez présenter votre truc où vous parlez de l'agression de ce même Rwanda. Vous entretenez les Ougandais et ils disent qu'ils sont frères aux Rwandais. Parce qu'à l'époque de Mouzé, lorsque les Zimbabwe entrent, ils sont venus soutenir nos FRD et c'était l'ANC. À l'époque, oui, l'armée nationale congolaise. Donc les troupes congolaises, à face des agresseurs qui étaient constitués des Ougandais, des Rwandais, des Burundais, il n'y avait jamais eu de discours du genre « Nous sommes Zimbabwéens, mais vous n'allez pas vous attaquer aux Rwandais, vous n'allez pas vous attaquer aux Ougandais. » Mais malgré ça, malgré ces discours-là, je crois qu'il y avait encore un autre discours aussi bizarre. Malgré ces discours-là, les régimes continuent à développer cette rhétorique et à imposer à tous ces journalistes peut-être entretenu par les régimes, à développer un discours. Le journaliste fait son travail et il n'est pas aux ordres de qui que ce soit. Si, mais nous demandons un peu de neutralité. Mais si vous participez à la campagne de l'idéologie d'un régime pour nous dire que les Ougandais sont là et ils sont pour la République, alors que là où ils sont, on connaît les massacres à Beni, on connaît les massacres dans les Loubero, chez les Bapères. Mais ils sont ensemble avec les FARDC, ils sont ensemble avec les Ouazalendou, ils sont ensemble. Et eux-mêmes, ils disent que ces Ouazalendou-là, c'est apparemment un fourre-tout où même le Rwanda réussit à recycler des FDLR pour les incorporer dedans. Nous parlons de quoi? De la même République? Non. Ça veut dire que quand on est journaliste, il faut aider à apporter plus de discours. Non seulement être les défenseurs de la rhétorique d'un camp, non. Il faut suivre aussi l'opposition. Les journalistes... il faut suivre aussi le camp, la neutralité. À ce qui me concerne, les journalistes n'ont fait que leur travail, ils sont limités peut-être à montrer certains faits. Pas besoin pour nous de surfer sur cette polémique, mais permettez-moi quand même de vous... Je suis de l'opposition, nous sommes là pour éclairer. Lorsque nous parlons de la République, et surtout lorsque nous parlons de l'ordre constitutionnel, c'est d'abord la Constitution qui, au moins on sait, elle organise l'État dans ses structures, institutions et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, cette Constitution a consacré des principes et valeurs qui sont fondamentaux pour la République. Et lorsqu'elles sont violées par les régimes qui sont en place, nous n'avons plus. La République est en danger. Les journalistes aussi doivent être capables de le dire. C'est tout ce que nous disons. Allez, permettez-moi de vous poser cette question. On ne va pas surfer sur cette polémique. Mais pour Ferdinand Kambere, quel pays agresse la RDC? Mais les mêmes agresseurs aujourd'hui et ceux qui sont invités, l'Ouganda, agressent notre pays, et le Rwanda, et le Burundi. Tous ceux qui sont agressés. Et vous allez constater que malheureusement, tout ce que nous citons,
Pourquoi on ne parle pas d'agression au niveau international? Parce que la résolution 2773 n'a pas parlé d'agression. C'est tout simplement, vous allez constater qu'il y a des accords que Félix a avec le Rwanda, il y a des accords que Félix a avec le Burundi, il y a des accords que Félix a avec les Ougandais. Alors ça devient des relations qui, lorsque vous accusez, on vous demande de débattre de ces accords. Et lorsque on vous demande de débattre, vous commencez à tendre la main. Je n'ai jamais eu une attitude belliqueuse vis-à-vis du Rwanda. L'Ouganda, là, ne parlait même pas de ça. Burundi ne parlait même pas de ça. Mais allez voir, surtout sur le plan d'exploitation de nos minéraux, allez voir les statistiques d'exportation dans ces 3 pays que je viens de vous citer. Vous allez être étonnés. Mais entre-temps, est-ce que la population chez nous a du repos? C'est dans cette assise-là que j'introduis, je salue encore une fois ici, la désignation des membres de la commission d'enquête indépendante qui a été désignée par les conseils des droits de l'homme des Nations Unies. Nous saluons cela, c'est vrai qu'on a indiqué que c'est pour les Kivu, donc le sud Kivu et le nord Kivu, mais nous savons que c'était un temps. Nous savons sur les crimes perpétrés de janvier à nos jours, voilà, dans le 2 Kivu. Voilà. Et il était temps. Parce qu'en réalité, le régime ayant choisi d'empêcher sa justice d'enquêter, parce qu'à partir des réformes de 2015, où on a internalisé les statuts de Rome dans les codes pénals, il devait donner des capacités à nos juridictions pour qu'elles soient capables d'enquêter normalement, pas d'organiser des genres de procès qu'on a vus par la haute cour. Enquêter objectivement et relever les faits et identifier les auteurs et trouver les preuves pour que nos juridictions poursuivent ceux qui sont auteurs de crimes internationaux. Ils ont montré leur faiblesse, surtout avec les procès Kabila et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui contre les libertés publiques. J'informe, je suis heureux en tant qu'un des partis de l'opposition de constater que parmi les 3 membres qui sont désignés, il y a un qui, lui, s'occupe des associations, donc des libertés publiques, le droit des libertés publiques. Et cela est reconnu au parti de l'opposition. Donc, pour nous, ils vont faire tous ces constats-là, parce qu'il n'y a plus au Congo une justice qui peut constater les crimes internationaux, qui peut constater les violations des libertés publiques, malheureusement, qui peut constater les violations, les répressions contre le droit d'association, lorsqu'on parle tout le temps. Déjà, il n'y a pas que le nôtre qu'on dit qu'il est suspendu, même celui de Makila. Le parti de Makila. Tout simplement parce qu'avec ces sorties médiatiques, on n'arrive pas à les maîtriser. Il faut déjà suspendre son parti. C'est ça. Ils viennent pour voir ça. Notre République, après 60 ans d'indépendance, on ne pouvait plus être là. On devait être vraiment un État moderne avec cette Constitution pour que nous ayons une justice indépendante. Et lorsque nous arriverons aux élections, pour que nous ayons une CENI qui rassure tout le monde, une CENI neutre, indépendante. Pour que nous ayons aussi une Cour constitutionnelle qui soit indépendante. Vous savez, le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, normalement, est tripartite, mais c'était à la recherche de ce que le principe de séparation du pouvoir soit là, comme vous l'avez introduit dans votre émission, soit respecté. Mais dès lors que ce principe n'existe plus, et que la Cour constitutionnelle n'est là que pour servir la volonté du pouvoir exécutif. On est à la frontière de l'état de droit. Voilà. Donc, on ne sait plus parler de l'état de droit. Voilà. Une erreur constamment répétée, ce n'est plus une erreur. C'est un choix, disait l'écrivain brésilien Paulo Coelho. Je voudrais savoir un peu si la résolution 2773 aujourd'hui est-elle en contradiction avec l'accord de Washington ou c'est la suite logique? Non, parce que cette résolution a été mise à mal par l'accord de Washington dès lors que le retrait des troupes rwandaises, parce qu'eux ne parlaient que des troupes rwandaises,
là où nous, nous du mouvement Sauvo la RDC, nous parlons du retrait de toutes les troupes étrangères sur le sol congolais. Nous parlons du dialogue inclusif, là où elle parle du monologue. Nous parlons donc de cela, mis à mal parce que justement à Washington, le retrait des troupes rwandaises est conditionné par la neutralisation, par l'exécution de ce qu'eux-mêmes ont signé comme plan CONOPS pour la neutralisation des FDLR. Mais c'est depuis, je crois, 2024, octobre 2024, que ce plan avait été signé à Luanda par les régimes ici. Ce n'est pas l'opposition qui dirige, c'est le régime qui a signé ce plan. Il va neutraliser les FDLR. Il en a neutralisé combien? C'est à peine dernièrement, lorsqu'ils se sont rendus compte que l'affaire risque d'être grave, qu'on a suivi un communiqué du ministère. Est-ce que ça a été suivi des faits? Est-ce qu'ils attendaient que finalement la commission vienne les surprendre? Ils vont trembler les jours qu'ils vont constater. Mais on a annoncé que ça commence déjà. Il faut donc, en réalité, s'ils avaient la volonté, comme vous venez de le dire, et de reconnaître l'erreur, et il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le parcours de ce processus qui a commencé par l'adhésion à l'EAC zone tampon. Finalement, le M23 a occupé des villes après les autres. Finalement, des chefs-lieux de province. Et si vous voulez vous cacher derrière ce que vous appelez les mouvements Sauvo le Congo ne condamne pas l'agression, c'est de quelle agression dont vous parlez alors que c'est vous qui entretenez? Ce que Kabila déjà en 2013, il dit non, cette guerre ici n'est pas petite. Même si on l'a arrêtée, elle risque de reprendre. C'est en réalité une guerre de balkanisation. Est-ce que c'est pas ce que Félix est en train de faire? Lorsqu'il veut faire taire l'opposition, qui est plus l'opposition, lorsque là où on lui exige le dialogue national inclusif, lui il veut monologuer. Il croit qu'en supprimant ou en obtenant la dissolution des partis politiques comme le PPRD, maintenant quelques naïfs vont le suivre quand il va organiser son monologue là, et il va se présenter là comme les membres du PPRD dans son monologue, comme ça a été le cas de Moutamba qui avait pour ces élections là, et puis on va leur donner des postes. On n'est pas là. Ce combat, c'est le combat du peuple. C'est le peuple qui souffre. C'est le peuple là qui se battra pour sa constitution, pour le respect de sa constitution, pour la République. Comment voilà ce que on s'y prend? Est-ce qu'on s'y prend bien ou mal quand on ne sait pas, dans tout le processus, obtenir clairement la désignation du Rwanda comme agresseur, que ce soit dans la résolution 2773 ou encore dans l'accord de Washington? Comment on s'y prend et on s'y prend en même mal. temps, ceci ne nous rattrape-t-il pas? On s'y prend mal, Gédéon, comme on a dit au début. Vous ne pouvez pas être un régime, un gouvernement qui a signé avec le Rwanda, qui lui a même demandé les carnets d'adresse et lui a confié des mandats, même surnominés, avec une autorisation, parce que ces accords, on ne les a jamais vus en réalité, mais l'Union européenne les a brandis. Lorsqu'ils traitent avec le Rwanda, c'est en vertu de ces accords. Même quand on se révolte après, on va dire, d'accord, vous révoltez, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est fait, mais c'est vous qui avez donné ces mandats au Rwanda. Alors on est dans une sorte de continuité par rapport à la résolution 73 ou encore à l'accord de Washington, parce que tous les deux processus ne condamnent pas clairement le Rwanda comme l'agressé la RDC. Non, ça veut dire qu'en réalité, je vous ai dit que la résolution 2773 rentrait bien dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais qui ne condamne pas clairement le Rwanda comme l'agresseur. Quoi? La résolution ne condamne pas le Rwanda comme agresseur. C'est ce que je vous dis. Ce qu'on veut maintenant, c'est quoi? Ce qu'on veut maintenant, parce que de tout ce temps, même quand Kabila a traîné l'Ouganda devant la justice, que l'Ouganda avait été condamné, le Rwanda, pourquoi ça a été difficile? À cause de ce même prétexte où il y avait un génocide au Rwanda et que les génocidaires se trouvaient au Congo et que lui a toujours exprimé ses craintes que ces FDLR
restant encore actifs en RDC, ils peuvent toujours revenir et que c'était donc pour une bonne raison qu'ils sont là. Voilà ce qui a toujours rendu difficile le concept d'agression. Mais Kabila avait vidé ça à son temps. C'était ça en 2013. Et qu'il n'était plus nécessaire de rentrer au Rwanda pour aller lui demander de venir entretenir ici son armée. Parce qu'il semble que dans ces accords, il y avait cette histoire où, même là où il y aura des investisseurs, le Rwanda pouvait amener sa police et son armée pour sécuriser. Ça veut dire, lorsque vous signez de tels accords, vous acceptez que vous n'avez pas des services de défense, des services de sécurité capables de sécuriser les investisseurs qui viendront avec leurs capitaux dans votre pays. Vous acceptez que ce soit un pays étranger. On laisse l'Ouganda là. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Il suffit que l'Ouganda crie « Non, je perds comment on les appelle? Les EDF. Et je vais amener mon armée là-bas. » On dit « Oui, amenez. » Mais entre-temps, et les EDF continuent à tuer. Et là où il y a les UPDF, on tue. Et les pillages continuent. C'est ça. Donc, c'est ça qui met à mal le fait qu'après l'arrivée de Félix, ces accords-là, qui ne s'est pas justifié au niveau de la communauté internationale, il est difficile d'asseoir la thèse de l'agression et que donc ils sont mal placés de dire que c'est l'opposition. C'est lorsque l'opposition dira le Rwanda est agresseur que finalement ce discours va passer. À la communauté internationale, on sait que ce n'est pas l'opposition qui dirige les pays. On sait qu'il y a un gouvernement. Nonobstant cela, le gouvernement continue à redoubler d'efforts pour pacifier. En quelle façon, justement, parce qu'on ne les voit pas. Le retour pas. à la normale, le chef de l'État l'a dit hier à l'occasion de à l'occasion du 24e anniversaire du Monseigneur Muziriwa. Il a clairement déclaré. Il est allé à Bukavu. C'était à travers une note. Il a déclaré à vous qui m'écoutez, à Bukavu, à Goma, à Minova, à Beni, à Uvira, à Calais, à Idjwi et ailleurs, j'ai dit l'État ne vous a pas oublié. C'est moi sur le bout des lèvres. C'est ça le problème, Gédéon. Hein? C'est quel jet ça? C'est moi sur le bout des lèvres et la population là-bas va être satisfaite. Ce n'est pas un message, pas un message rassurant pour vous. Il en a donné combien depuis qu'ils sont au pouvoir? Les promesses non suivies des faits. Il avait promis de s'installer à Beni. Qu'est-ce qu'on avait vu? Il avait promis que si simplement les M23 avançaient ou un Congolais était tué pour une moindre escamouche, ce serait Kigali qui est atteint. Mais le voilà qui tend la main. Ce qu'on suit comme campagne dans les médias, dans les réseaux sociaux, Nanga est mort, c'est pas moi, quel village est déjà récupéré. Mais tout ça, on ne voit pas que c'est les FARDC, on serait content que ce soit les FARDC ou les porte-parole des FARDC qui les disent. Au contraire, on continue à nous développer des discours d'alliance avec les groupes armés. Ça semble être plus les Ouazalendou qui communiquent, plus que les FARDC. Ça rassure, ça va rassurer qui? Alors que tout le monde dit, on en a assez, les crimes internationaux continuent et sont dénoncés même dans les rapports des experts des Nations Unies. Et ce qu'on veut, c'est que, par exemple, s'il avait suivi l'appel qui était déjà de Luanda, de Arusha, de Doha, de Washington, en réalité, ce qu'il fuit, c'est qu'on lui parle d'un dialogue national inclusif. Ça pouvait englober directement ce qui pouvait être comme revendication, nouvelle revendication du M23, et être traité dans un cadre global national inclusif qui, lorsqu'ils sont évacués, nous rentrons sur le fonctionnement normal d'un pays. Mais pourquoi c'est ce régime qui s'oppose à ça? Pourquoi c'est ce régime qui dit non, moi je n'ai à dire qu'au Rwanda, mais tout le temps qu'il rencontre Kagame ou il rencontre le Rwanda, c'est pourtant la main pour dire qu'ils ne sont pas belliqueux à leur égard. Alors, on va évoluer. Alors donc, il nous reste 5 minutes. C'est difficile. Et j'ajoute ceci, rapidement, allez-y. Que malheureusement, nous signale la réalisation. Malheureusement, quand il est dans ses comportements,
c'est entre-temps. Regardez ce qui se passe au Palais de la Nation, au Palais du Peuple. Là. On va y arriver. On va y Donc, arriver c'est entre-temps, vous êtes en train d'asphyxier l'opposition dans votre pays. Vous ne voulez pas que l'opposition... mettre à mal en même temps la démocratie. Vous mettez à mal la démocratie, mais la guerre elle-même, vous ne la terminez pas, vous ne ramenez pas la paix, et vous voulez changer la Constitution pour supprimer la limitation des mandats. C'est pas normal. Maintenant, on ne parle plus de la suspension, il y a maintenant la dissolution qui risque de tomber contre vous. Elle n'aura pas de valeur juridique. D'ici quelques jours, si tout cela s'est précisé, en tout cas, déjà dès le week-end, vous risquez d'être frappé. Mais ma question, parce que vous êtes avocat, une question de précision. On est resté sur le propos tenu en avril par les autorités du parti. Et après cela, vous avez été interpellé pour une séance de travail avec le ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani, en son cabinet de travail. Et tout s'est bien passé parce qu'aucune charge n'a été retenue contre vous. Mais on revient sur ça maintenant. Et en même temps, ceux qui ont tenu ce propos s'en tirent plutôt bien. Est-ce possible? Les propos qu'on attribue au vice-président Obey Minakou? Au vice-président Obey Minakou, on va sortir la clandestinité. Si ce sont des propos graves qui pourraient inéluctablement conduire à la suspension, mais à la dissolution d'un parti, pourquoi celui qui a tenu ces propos s'en tire sans problème? Bon, d'abord, vous sentez bien, même lorsque j'étais en débat avec ces directeurs de cabinet adjoints, vous sentez bien qu'ils sont dans le droit pénal des intentions. Donc, le droit pénal des émotions, et qualifie bien le professeur Nyabirungu comme un droit pénal de panique. En réalité, c'est un régime aux abois qui ne sait plus à quoi s'atteindre. Il ne sait plus par où commencer et par où il va finir. En réalité, aujourd'hui, il pense que c'est en obtenant coûte que coûte ou à tout prix les changements de la Constitution, il a encore du souffle à avoir. Nous avons toujours pensé que les temps où ces rêves étaient là, des années 60, tel qu'à 67, 65, coup d'État contre Kassavubu, finalement, une nouvelle Constitution, 67. Si leur père ont réussi ça, maintenant il ne faut plus rêver ça. Parce que les actes que vous posez et qui sont considérés comme des crimes de guerre, comme le procès contre l'ancien président de la République, à qui vous attribuez les actes, les crimes de guerre commis à l'Est, alors que vous n'avez ni enquête au banc et que vous ne pouvez être soutenu par aucun rapport, au moins naître, rédigé, parce que je ne connais pas un seul procureur. L'auditeur qui est allé au Sénat et qui est allé n'avait aucun dossier. Et c'est à cela que vous avez vu que même les avocats allaient aussi dans tous les sens. Où il fallait même revenir sur un procès contre l'identité de quelqu'un. Tout simplement parce que le dossier était vide. Il n'y avait aucun procès verbal. Heureusement et pour ça, vous avez vu, Gédéon, que ces organismes internationaux n'ont pas été d'accord avec cette condamnation et avec ce procès. Et que donc, ça ne sera pas étonnant, même ceux-là qui viennent comme des enquêteurs indépendants de la Commission des droits de l'homme, retiennent aussi cela comme des crimes, parce que c'est notre droit qui le dit. C'est les statuts de Rome qui le dit. Que tout ce qui a été commis contre l'ancien président comme condamnation, c'est un crime. Tout ce qui est crime de guerre, tout ce qui est en train d'être fait contre son parti, le PPRD, pour vouloir lui attribuer des faits qu'il ne connaît même pas, que vous ne savez même pas prouver, qu'un seul OPJ n'a constaté sur terre, un seul OMP, officier du ministère public, n'a un dossier dans son cabinet. Ça va être des crimes qui sont en train de documenter en notre faveur contre le régime. Voilà, donc, nous, on est serein, Gédéon. Si c'est le Conseil qui est d'abord incompétent, ici, la dissolution d'un parti, c'est la Cour de cassation.
mais qui est consécutive à une condamnation par le tribunal de grande instance pour les faits avérés qui ont été constatés pour les activités d'un parti politique. Ici, il n'y a jamais eu ces activités du PPRD qui ont violé ou qui ont, comment on dit ça, troublé l'ordre public ou troubler l'ordre constitutionnel et institutionnel. Nous avons toujours été respectueux des institutions de la République. Il nous reste des minutes, on va chuter très rapidement. Votre regard sur la situation au niveau de la Chambre basse du Parlement, tout se précise désormais. On aura un seul candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Il s'agit bel et bien d'Aimé Boji Sangara et d'autres candidatures ont été recalées par l'Union Sacrée et un autre candidat qui était en lice pour le perchoir Baudouin Mayo Mambeke a réagi. Et il dit clairement que je n'ai jamais été consulté sur ma candidature, contrairement à ce qu'affirme l'Union Sacrée. Là, il s'en prend un tout petit peu au secrétaire permanent de l'Union Sacrée, André Mbata. On parlait tout à l'heure de l'état des droits. L'état des droits repose sur des principes fondamentaux, à savoir la primauté du droit, l'égalité devant la loi et la séparation de pouvoir au regard de ce à quoi nous assistons. Quelle est la lecture de la situation que vous faites? Non, à part là d'abord de l'homme qui était hier presque le prêtre de la République, dont la seule bréviaire était la Constitution et qui disait hier que sous Kabila que les régimes, la moindre tentative, toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ou des régimes constitutionnels était une infraction imprescriptible. Évidemment, il faisait référence à l'article 64. Voilà. Qui parle du renversement du régime constitutionnel. Voilà, l'alinéa 2. Donc, il ne faisait que la lecture. Maintenant, là, dans son comportement, dans son agir, comme secrétaire général, on oublie toute la matière qu'on enseignait. On oublie le constitutionnalisme parce que c'est ça l'état de droit. La valeur de la sanction pénale des dirigeants qui sont là. C'est cet homme-là, avec les autres, qui sont, eux, pour la plupart, des professeurs du droit constitutionnaliste, qui se disaient constitutionnalistes, mais sans respecter le constitutionnalisme consacré dans la Constitution, est-ce qu'on est constitutionnaliste? Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on est médecin, Gédéon, par le fait de détenir un diplôme en médecine, de doctorat en médecine, mais si pour tous les cas qui viennent des maladies, les gens décèdent, on va continuer à vous appeler médecin? Vous êtes là pour assassiner alors que vous avez un diplôme de médecine? On finira par vous les ravir. C'est la même chose ici. C'est pas parce que on est un docteur en droit ou on a sa licence en droit qu'on est nécessairement un bon avocat. Bata assassine notre constitution. On les surveille. Ce docteur de toutes les façons. Il n'arrive pas à donner ce qu'il faut aux patients. Gédéon, parce que vous savez que depuis au Cameroun, là, on a proclamé Biya. En Côte d'Ivoire, on a proclamé un autre, pour qui on a beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait pour leur République. Alors, donc, j'ai l'impression que les va de perestroïka de l'époque, qui annonçait l'avènement du constitutionnalisme en Afrique, et c'est le revers, parce que le goût du pouvoir est là. Là, c'est le revers de la médaille. Ah, c'est le revers de la médaille. Les gens commencent à rêver un pouvoir sans limite. Parce que quand on rêve un pouvoir sans limitation de mandat, nous ne sommes plus dans l'état de droit. Nous ne sommes plus dans l'état de droit. Nous ne sommes plus dans le constitutionnalisme. Et lorsque c'est des constitutionnalismes qui seront dans les professeurs de droit constitutionnel qui seront là, ils vont enterrer cette constitution. Mais pourquoi imposer maintenant aujourd'hui? On a l'impression que tout ceci aurait été fait tout simplement pour nuire à un homme. Ici, Vital Kamerhe, et à son temps, on a organisé des primaires, mais aujourd'hui, on constate que ce sera un boulevard devant Aimé Boji parce qu'il n'y aura pas de primaires. Il sera candidat unique à ces postes. C'est plutôt pour ça. Ça veut dire que l'Union Sacrée a besoin de quelqu'un qui va servir un plan, finesse,
contre la Constitution, contre la République, contre le peuple. Parce que tout ce qu'ils cherchent, malgré qu'il y ait la guerre, malgré que l'Est du pays est occupé par des armées étrangères, ce n'est pas la préoccupation de Félix aujourd'hui. Sa préoccupation aujourd'hui... Il a dit que l'Est, le pays ne vous abandonne pas. Le pays ne vous a pas oublié. Quand on est dans... Quand on est dans des projets où on tient... Parce que leurs discours sont connus, ils sont à travers les réseaux sociaux, vous savez tout ce qui est pensé par l'IDPS. C'est clair. Aujourd'hui, Félix veut avoir un mandat et pour l'avoir, un nouveau mandat, un troisième mandat, sinon un mandat éternel. Mais pour l'avoir, il y a des gens qui se disent intellectuels qui sont en train de travailler comment y arriver. Et le schéma est clair. Il fallait que Kamere, qui pouvait rappeler Sun City, qui pouvait rappeler quelque chose d'autre, et nous ne pouvons pas faire ceci, on veut quelqu'un simplement qui sera un esclave. Vous le voyez capable d'obéir à ça, Aimé Boji? Bon, depuis qu'il est au gouvernement, je ne sais pas ce qu'il a fait qui fasse de lui un homme d'État de la hauteur. Je pense que c'est un homme qui risque de faire un beau saut d'eux pour renforcer la crise qui est déjà là. Je ne vois pas la personne qui peut tenir aujourd'hui en bata lorsqu'il inverse dans le sens contraire. Parce que c'est lui dont on parle là. Et c'est lui qui dit qu'il est désigné candidat unique. Et au sein de l'Union sacrée, déjà des voix s'élèvent. Ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Un ça ne va pas. Donc, de toutes les façons, c'est l'air problème. Il est de l'Est qui reste en proie à l'insécurité grandissante. Est-ce que va-t-il pas le patriotisme ou encore ne va-t-il pas ceci ne va pas se réveiller en lui et défendre à corps et à cri les intérêts de la République, surtout les compatriotes qui sont victimes de cette guerre. Mais dans cette guerre-là, pour finalement vanter ce qu'ils appelaient les patriotes, les Wazalendo, mais en réalité édulcoré de tout son sens profond d'un patriote qui doit lutter, mais qui sont là dans parfois des actes contradictoires avec les FARDC eux-mêmes. Ce qui a fragilisé l'action des FARDC. Nous avons décrié cela. Mais pour la plupart, ils sont de l'Est. Ceux qui sont des patrons de ces groupes armés, pour la plupart. Parce que de la façon dont c'était organisé, ce n'était même pas les FARDC. Vous savez, vous suivez parfois les débats. C'est des députés à qui on a confié tel groupe ou tel, qui a fait inscrire tel groupe, j'ai tel autre, nous allons nous battre, nous allons prendre les Rwandais là-bas. Mais en réalité, c'est les revers qu'on voit. Il n'y a aucun résultat dans tout ça. Donc, les gens servent plus leurs intérêts que de servir la République. C'est ça qui est un problème, que de servir la patrie. Et si la tâche même de l'encadrement de ces patriotes était confiée à la seule armée, sans implication de ceux qui sont députés à gauche, de ceux qui sont à droite, je crois que les choses iraient encore mieux. Il y aurait peut-être moins d'infiltrés que de permettre que ce soit l'affaire des députés, des ministres et de tout ça. Ça a été du désordre jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Et on est resté dans ça, rien n'a changé. On fera malgré la dénonciation. Dans une émission beaucoup plus élaborée, parler des Wazalendo, ce qu'ils représentent, est-ce une opportunité ou une menace, où ils sont forces alliées de FARDC. Je crois qu'on aura à revenir avec beaucoup plus de détails. Nous sommes arrivés à la fin. Le problème, ce ne sont pas les Wazalendo, le problème, c'est l'organisation. Le commandement. Voilà, les commandements, l'unicité du commandement. C'est ça. Et la volonté de vouloir vraiment prendre ça comme une machine de défense, mais encadrée par les FARDC. Pour ceux qui peuvent l'être. Mais ceux qui ne peuvent pas entrer dans l'armée, vous les laissez dans la vie civile. Allez, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous de nous avoir regardés et suivis. Merci de votre fidélité. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro demain, à la même heure, avec la même dose de plaisir. Bon début d'après-midi et bonsoir à toutes et à tous.